sommes tous, Charlie, près de 4 millions de Français rassemblés en ce dimanche pour dire non aux actes de terrorisme commis par 3 Français musulmans, se revendiquant pour 2 d'entre eux d'Al-Qaïda au Yémen et le 3e de l'État islamique. Des attentats perpétrés contre des journalistes de Charlie Hebdo, mais également contre des policiers et des citoyens de confession juive, et des rassemblements pour dire oui à la liberté d'expression. Comment les communautés religieuses réagissent? Quel message est-il important aujourd'hui de délivrer? Quelles actions peuvent être menées par les différentes communautés pour mieux informer et éduquer les jeunes populations? Les amalgames à ne pas commettre, les réalités à ne pas occulter. Pour en parler ce soir avec nous, Mohamed Ould Kéroubi, bonsoir. Vous êtes le président des musulmans de Versailles. Xavier Gourou, bonsoir. Vous êtes le président du groupe interreligieux pour la paix des Yvelines. Mendel Nizamboum, bonsoir. Vous êtes président et rabbin de la communauté juive de Montigny-le-Bretonneux. Et Abdelkarim Haït Fares, bonsoir. Vous êtes l'imam de la mosquée de Plaisir. Alors d'abord, je voudrais évidemment une première réaction sur ces 4 millions de Français mobilisés, 2,5 millions rien qu'à Paris. On a vu aussi qu'il y avait énormément de rassemblements dans les Yvelines. On a vu 10 000 personnes à Rambouillet, 7 000 à Versailles, 3 000 à Montigny-le-Bretonneux. Vous étiez à Paris dimanche? J'y étais. Vous y étiez. Vous avez tous le droit de... Vous avez tous le droit. On était avec la communauté chrétienne de Plaisir. Donc c'était important de manifester à Paris, de montrer que l'ensemble des communautés étaient soudées. Avant de dire que c'était important, on voudrait d'abord condamner. C'est une condamnation qui n'est jamais de trop. Concernant pareil acte, ensuite, nous avons été bien naturellement affligés, consternés, puis chacun, on est rentré dans une sphère d'incompréhension, d'autant que la communauté musulmane se sent particulièrement visée. Et nous devons déjouer tous ces amalgames. Et donc le musulman, en réalité, ne se justifie pas. Mais cette manifestation, si on peut la confiner en un mot, elle est l'expression d'une bonne santé de la France. Donc il y a des moments où il faut se lever à l'unisson et dénoncer de manière, c'est-à-dire unie, un acte, dénoncer pareil acte et pareille pratique. Donc on est plutôt sur une logique de dénonciation, de condamnation, car le musulman se voit voler une partie de ce qui lui est cher, c'est-à-dire sa religion, et il la voit amalgamée à ce que lui condamne. Quels ont été justement les premiers mots que vous avez prononcés, vous, en tant qu'imam? Parce qu'il y a aussi une responsabilité en tant que... Effectivement, lors du sermon du dernier vendredi, le premier mot, c'était condamnation, indignation. Donc, avant tout, sans aucune ambiguïté, avec fermeté, parce que ce genre d'actes ne font pas partie de l'islam, ni des valeurs enseignées par la religion musulmane. Donc le premier message qui a été passé lors du sermon, c'est la condamnation et l'indignation par rapport à ce genre d'actes. Mais également, montrer à travers les récits coraniques, les versets, la biographie du prophète, qu'il a été le comportement de notre religion, de notre prophète, vis-à-vis d'agressions verbales et même de ses pires ennemis, pour montrer que la religion musulmane, c'est une religion de paix, religion de miséricorde. Comment réagissent les fidèles musulmans quand vous leur dites ce genre de choses? Effectivement, la majorité des musulmans, en fait, les actes qui ont été commis, c'est le 0,001% de la communauté. La majorité des musulmans, en France ou ailleurs, aspirent à vivre en paix, aspirent à le vivre ensemble, avec tout le monde. Il y a des gens, jeunes et moins jeunes, qui sont venus me voir, je dirais même le témoignage d'un parmi eux, et c'est un jeune. Il m'a dit, je voulais venir t'embrasser la tête par rapport au sermon qui avait été clair par rapport à la position de l'islam sur ce sujet-là. Je me tourne vers la communauté juive. Comment ont réagi les fidèles quand ils ont appris ce qui s'était passé à l'épicerie cachère de Vincennes? Alors bien sûr, avec beaucoup de douleur et beaucoup d'inquiétude, mais tout en même temps aussi avec beaucoup d'unité et de dignité. C'est-à-dire, malheureusement, c'est un acte barbare qui s'est passé. Évidemment, nous refusons l'amalgame. La communauté musulmane et la communauté juive s'entendent extrêmement bien. Dans l'histoire
Si on regarde l'histoire de l'islam, l'histoire juive, c'est une histoire qui se ressemble. Donc on cherche tous à la paix, on cherche tous à l'unité. Mais évidemment que ces actes barbares sont des actes qui font mal, qui inquiètent énormément la communauté. Mais nous savons que nous pouvons rester ici, nous pouvons passer ces actes et nous allons continuer notre vie. Vous dites rester ici, et pourtant on entend dire qu'en 2014, la France est devenue le premier pays source pour l'AIAS et l'immigration en Israël. Est-ce que vous, ou est-ce que des gens autour de vous sont tentés de repartir en Israël parce qu'on ne se sent plus, en tant que juif, protégé en France? Alors, comme je vous le disais, en effet, il y a une inquiétude globale qui est là. Des personnes qui m'appellent, qui viennent me voir, ou des coreligionnaires, une inquiétude, est-ce qu'on peut encore sortir avec la kippa, est-ce qu'on peut se montrer juif, se marquer juif, ou bien on risque éventuellement une certaine agression. Alors, c'est vrai que cette inquiétude existe. Est-ce que c'est pour ça que nous ne pouvons pas vivre en France? Non. Pour répondre à ma question, je suis français, mes parents sont français, mes grands-parents aussi, et nous avons toujours vécu en France, et je suis un Français de religion juive, et donc je resterai en France. Vous resterez en France. Aujourd'hui, sur le territoire national, on a recensé plusieurs actes contre la communauté musulmane. Vous avez effectivement, tous autour de cette table, tout de suite parlé de ne pas faire l'amalgame, mais quand on voit ces actes, alors pas en Ile-de-France et pas à Paris, mais en tout cas en province, comment on réagit? Parce que vous, par exemple, vous avez demandé des mesures de sécurité particulières, je pense pour la mosquée de Plaisir ou à Versailles. À Versailles, on n'a pas demandé de mesures de sécurité particulières, bien que la préfecture a dépêché un véhicule en moment de grande affluence, un véhicule de police. Bon, de toute façon, il y a des caméras qui sont déjà disposées depuis un long moment. Cela dit, parce qu'il faut aujourd'hui, dans l'urgence, au moment où la France passe ce moment de crise, il faut savoir répondre et être dans la conjoncture d'une communication de dissuasion, si je puis m'exprimer ainsi. À savoir que dans cet élan de solidarité, bien sûr, c'est une solidarité responsable qui doit évoluer dans la sphère de dissuasion. Dissuader ceux qui tentent de diviser les Français. Donc dans ce langage de communication, bien sûr, il y a de la résistance et il faut savoir être responsable à ce niveau et permettre à la France de répondre à ce genre d'attitude. En même temps, il faut savoir relativiser un peu tout cela et faire en sorte que nous puissions passer cette étape et nous prémunir surtout de l'avenir. Donc ce que je voulais dire par là, il faut que dans le comportement qui est le nôtre, qu'il s'agisse de la communauté musulmane ou de la communauté française dans sa globalité, il faudrait qu'il n'y ait pas de défection. Or, le but de ceux qui ont perpétré cet attentat, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait des défections. Et comme je fais partie du groupe interreligieux pour la paix, donc nous avons cette expérience qui nous permet de revisiter l'ensemble des religions de manière différente, donc une espèce de, on va dire, une modélisation de la relation à l'autre, qui nous permet de revisiter donc l'événement avec le regard que l'on a, donc dans une perspective de partage, dans une logique de partage, et dans le but de servir au mieux l'intérêt du pays. Donc il ne faut pas perdre de vue ce qui est capital, ce qui est tout à fait secondaire. Bon, bien sûr qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des représailles de ce genre. Nous avons donné juste dans le cadre du prêche, puisque comme tu l'as dit, du vendredi, nous avons reçu des personnalités. Étienne Pinte était parmi nous le jour du prêche, donc il a choisi de se rendre à la mosquée. Il a participé avec nous à ce qu'on appelle l'intervention avant le prêche du vendredi, et il était là pour échanger avec les musulmans qui ont été très contents de le sentir avec eux. Et donc je pense que c'est pareille démarche qui mérite d'être saluée en pareil moment de crise, un moment de tension. Et nous avons bien sûr des relations avec la communauté israélite de Versailles. J'ai même été appelé par le rabbin Edmond Beldeb qui était ici et qui est rentré donc, à Jérusalem. Et donc nous avons des échanges et on sait parfaitement apprécier l'événement à sa juste valeur sans que
nous accusions des défections au niveau des rangs et nous participons, c'est-à-dire dans cette logique, dans cette manière de réceptionner, si on peut s'exprimer ainsi, le drame, de sorte que l'unité n'en pâtisse pas et que on désavoue ceux qui avaient l'intention de diviser Alors le peuple l'unité, français. c'est important, je me tourne vers Xavier Gouraud. Vous êtes le président du groupe interreligieux pour la paix, auquel appartient M. Kéroubi et d'autres aussi. C'est quoi l'après? Parce que là, on est dans les réactions pour l'instantané. C'est quoi l'après? Est-ce que c'est effectivement important à la fois d'avoir ce dialogue interreligieux et à la fois d'avoir ce principe aussi d'éducation dont vous parliez? Notre rôle, notre vocation au groupe interreligieux pour la paix, c'est de créer, c'est de maintenir des liens entre les communautés. Et localement, à Versailles, la paix qui nous intéresse, c'est la paix locale. Donc dans une situation comme celle-là, les liens qui préexistaient sont évidemment capitaux. Dimanche, nous sommes partis ensemble, juifs, chrétiens et musulmans, pour participer à la manifestation. On était un groupe d'une 40-50. Et il nous paraissait important d'y aller ensemble, parce que ça avait du sens. Sinon, y aller chacun de notre côté, c'était autre chose. Mais là, on s'est retrouvés ensemble. Alors l'après, c'est une question capitale. Dans cet attentat, aussitôt pour moi, ça a été la crainte d'un éclatement, d'une division de la société française. Le dimanche, ça a été au contraire la manifestation d'une solidarité, d'un rassemblement extraordinaire. Quand on était sur place, voir cette marée humaine allant épaule contre épaule d'un mur à l'autre d'une grande avenue, c'était vraiment magnifique. Alors maintenant, cette solidarité est à maintenir et c'est toute la difficulté au fil des jours. Notre idée, c'est qu'il faut que les gens se connaissent et s'apprécient, s'estiment. C'est pour ça que le groupe interreligieux essaye de créer des relations personnelles, pas seulement connaître la civilisation de l'autre, pas seulement connaître la religion de l'autre, c'est déjà très bien et ça éveille la curiosité, mais connaître l'autre en tant que personne. Avoir des amis juifs, des amis musulmans, ça c'est capital. Je parlais aussi d'éducation, parce que je pense que c'est très, très important aussi, parce que l'islam, je me tourne vers vous, c'est assez vaste, et tous les musulmans ne se retrouvent pas forcément dans les valeurs de vous, qui êtes un imam ou d'une association de musulmans. On a appris notamment que les frères Kouachi, par exemple, avaient une culture religieuse assez fragile, en tout cas le mot a été présenté comme ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour aller justement vers ces jeunes? Alors à la fois les jeunes qui viennent à la mosquée, mais il y a aussi tous les jeunes qui ne viennent pas à la mosquée, qui peuvent être tentés d'un départ vers le djihad. Si je peux me permettre de rajouter un point par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est en fait dans le cadre de ce vivre ensemble, je pense que le dialogue interreligieux est une chose, et je pense que la ville de plaisir, sur la ville de plaisir, depuis 9 ans, on a ce dialogue interreligieux avec les chrétiens, mais en même temps, qui a évolué selon les années. On entretient en fait des actions ensemble vis-à-vis de la société. On fait tous les ans des collectes alimentaires, et là ça permet de motiver tout le monde, et éventuellement la communauté musulmane, la communauté chrétienne, les jeunes, les moins jeunes, pour venir en aide aux gens défavorisés. Je pense que c'est très important aussi que les musulmans s'ouvrent vers l'extérieur. Donc la mosquée de plaisir a été pour 2 années consécutives à organiser les portes ouvertes dans le cadre des journées du patrimoine, pour s'ouvrir et dire voilà, nous sommes là, nous sommes des musulmans, venez découvrir ce qu'est l'islam, même si vous ne participez pas au dialogue, on est là. Par rapport à la question de l'éducation, donc je pense que c'est le rôle et des parents d'une part, et également par rapport à l'enseignement religieux des imams de France. L'islam est une religion du juste milieu, l'islam modéré. Je pense que la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi les médias, il y a Internet, et on ne peut pas gérer tout le monde. Aujourd'hui, il y a des gens qui se radicalisent parce qu'ils consultent des sites djihadistes. Donc il y a aussi la part des renseignements généraux sur ce genre de points. Si on veut parler sur le point d'éducation,
les principes de l'islam, qui sont des principes humanistes, humanitaires, de paix, de miséricorde, sont clairs. Je pense que ouvrir le dialogue avec ces jeunes-là et leur montrer, avec le dialogue et avec les textes, avec l'échange, que la violence n'a jamais été Et vous, par exemple, vous allez sur le terrain, à Plaisir, parce que c'est la ville où vous êtes imam, à la rencontre de ces jeunes qui ne viendraient pas forcément à la mosquée et qui pourraient être tentés. On le fait de temps en temps, mais effectivement, enfin, avec toutes les responsabilités, on est incapable d'aller vers eux. Mais en fait, ce qu'on fait réellement, c'est les gens qui fréquentent la mosquée de manière régulière, ou au moment des fêtes religieuses, où là, tout le monde vient à la mosquée, c'est là où on essaie de faire passer les messages forts et dire ceux qui sont présents qu'ils transmettent. Pour nous, sur la ville de Plaisir, avant que la mosquée soit installée, qui est installée aujourd'hui au Valibo, il y a eu chaque année, à la Saint-Sylvestre, des véhicules brûlés. La première année, nous avons mis l'accent pendant les sermons, pendant les conférences, sur que le musulman ne doit pas casser, ne doit pas brûler. Nous avons eu la félicitation au lendemain du réveillon de la mairie par rapport qu'il y a eu 0 voiture brûlée sur la ville de Plaisir au Valibo. Donc je pense que c'est de l'information, du dialogue et également aussi les parents, parce que je pense qu'aussi les parents ont une grande responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Il y a un point essentiel aussi, c'est le point de la stigmatisation. Je suis pas, enfin, on ne peut pas justifier l'injustifiable de commettre un crime ou une réaction violente au nom d'une religion ou sous des prétextes, non. Mais je pense que j'aimerais bien compter sur, on va dire, la clairvoyance de nos concitoyens pour reconsidérer leur, je ne parle pas de la majorité, donc une partie, de reconsidérer leur vision des musulmans de France. C'est des musulmans, c'est des Français, ils sont nés en France, grandis en France, ils ont leur mot à apporter à la société. Malheureusement, ce qu'on voit dans les plateaux de télévision, c'est qu'on demande aux musulmans de se justifier par rapport à ce que font certains musulmans. Mais au moins d'expliquer. Voilà, on pose rarement la question, dites-nous, qu'est-ce que propose l'islam pour le vivre ensemble, pour améliorer cette société. La France, je l'aime, mais je l'améliore. Madame Dizenbo, je voudrais vous faire réagir sur la question de l'éducation, c'est essentiel. Bien sûr, tout à fait, c'est essentiel et c'est essentiel partout. C'est-à-dire que aujourd'hui en France, il y a une jeunesse qui est énorme, qui grandit et qui est présente. Et à nous, à notre société, d'apporter cette éducation, de leur montrer, de leur apprendre justement ce vivre ensemble, de leur apprendre que les différences, c'est ce qui forme la richesse de la France. Et dans cette France dans laquelle on vit justement, où on aime se voir, se connaître, chacun en étant différent, et sans provoquer quiconque et quoi que ce soit. C'est nous vivons ensemble parce que nous devons vivre ensemble, parce que nous avons le plaisir de vivre ensemble tout en étant différents. Mais ça ne gêne personne. Vous avez parlé du dialogue interreligieux, mais il existe depuis un petit moment, ce dialogue interreligieux. On se rappelle notamment d'un événement, c'était l'incendie de la synagogue de Trappes, c'était en 2001, et à partir de ce moment-là, c'est vrai que les communautés religieuses se sont mis à se parler ensemble. Et quel bilan on peut tirer, je me tourne vers vous, Xavier Gouraud, de ce dialogue interreligieux? Difficile de tirer un bilan, c'est difficile de... Parce que 14 ans après, on voit les images là, de la synagogue en 2001 qui avait brûlé à Trappes. 14 ans après, le dialogue, il est toujours d'actualité. On dit qu'il faut toujours parler. Il faut toujours parler. Je dirais que ce n'est pas les événements dramatiques qui justifient le dialogue. Si tout allait bien, il faudrait aussi dialoguer, il faudrait aller vers l'autre. Mon voisin parlait tout à l'heure de clairvoyance. Il demandait la clairvoyance des autres citoyens vis-à-vis des Français, des musulmans de France, des Français musulmans. Moi, je dirais même bienveillance. On a un regard méfiant, on a un regard bienveillant vis-à-vis de celui qui est en face de vous.
de son voisin, n'importe quel voisin, de celui qu'on rencontre. Le regard méfiant, tout de suite, ça traduit et ça bloque toute rencontre. Le regard bienveillant, c'est le regard qui permet de comprendre l'autre, d'accepter l'autre, de savoir, de lui poser des questions, de savoir ce qu'il pense et d'essayer de se mettre à sa place pour voir comment il réagit, comprendre ses réactions, puis petit à petit, lorsque l'estime vient entre les deux, faire comprendre nos réactions à nous aussi. Donc il faut continuer ce dialogue le dialogue interreligieux, moi je dirais le dialogue entre communautés, entre interculturels, interreligieux. Interreligieux, ça limite un peu les choses, mais il faut se rencontrer. Qu'est-ce que vous voudriez demander aux politiques aujourd'hui? Parce que la question, elle est effectivement une question d'éducation, une question d'explication de l'islam, et c'est aussi peut-être une question de politique, de choix politique. On demanderait l'émancipation, j'allais dire, naturelle de ce dialogue interreligieux, puisque vous avez parlé de Trappes. Eh bien, c'est un exemple. Oui, un exemple. Au lycée, un des lycées de Trappes, nous avons été conviés. Il y avait l'ancien président Sam Moison, moi-même, il y avait le prêtre de Trappes, et ensuite il y avait donc un professeur d'éducation nationale qui s'était déclaré athée, et il y avait donc cette rencontre, ce débat interreligieux à l'intérieur du lycée. Ça permet à ces jeunes adolescents en quête de devenir futurs citoyens d'apprécier la qualité du dialogue et de savoir que cela existe, et donc ça crée en eux un référentiel. Donc l'expérience s'est reproduite 2 fois, et il y a eu, j'allais dire, un engouement de la part des élèves à ce que ça se reproduise, sauf que tout de suite l'école, au nom de la laïcité, s'est refermée, et c'est interdit. C'est interdit de permettre à ces citoyens qui sont dans la cité, et ensuite c'est un modèle, c'est une modélisation, j'allais dire, on pouvait être exigeant au niveau de pareilles manifestations. On peut augmenter, mettre un cahier des charges et être exigeant, mais je pense que ça a été maladroit de l'interrompre au vu de la demande et au vu du besoin. Mais là, est-ce que ça va pas reprendre, vu des événements tragiques qui se sont déroulés? Je l'espère, du moins. Vous avez dit tous les musulmans se reconnaissent au travers du prêche d'un imam modéré, etc. Pas tous, justement, c'est ce que j'ai mais vous n'avez pas aussi. tous, mais le pas tous, il est un peu gros. Parce que si on prend les gens qui ont perpétré, par exemple, cet attentat, j'écoutais hier à la télévision, je crois BFM TV, où le mentor de ces 2 jeunes, M. Farid Benitou, si je ne me trompe pas, avait dit qu'il les avait rencontrés il y a 2 mois, et comment il dresse. Il dit que c'est un homme de très peu de religion. Quand on lui parlait de Dieu, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'est plutôt le combat. Donc, j'allais dire, le prophète de l'islam, comme il l'a dit, lorsqu'il était ce qu'on appelle l'année de la tristesse, quand il a perdu sa femme et son oncle, quand il était la première poignée de musulmans, quand ils étaient en quarantaine, il décida d'aller à Taïf. Taïf étant une ville à proximité de la Mecque, une quarantaine de kilomètres. Et il s'est fait caillasser et son sang a coulé. Et dans le récit, on raconte que 2 anges viennent lui dire un mot de toi, et Dieu ordonne l'extermination de ces gens-là. Et le prophète, il dit: ô Dieu, si tu n'es pas en colère contre moi, je te demande de pardonner à mon peuple, car il ne sait pas. Donc voilà le prophète qui a fait couler son sang, le voilà en pardonnant. Donc voilà la disproportion, l'incompréhension, enfin, disons, il y a des gens qui ne connaissent pas leur religion et ne cherchent pas à la connaître. On les a plutôt traînés. Toute la problématique. Ensuite, il faut être pragmatique, parce qu'il faut regarder aussi cet événement. Il faut l'analyser. Il y a les journalistes qui se prêtent. Il y a des analyses concernant justement ce drame. De quoi il est composé. Donc il n'y a pas que la question religieuse. Il y a la question de la politique, il y a la question de la cité, etc. Madame Nizombo, qu'est-ce que vous voudriez demander aux politiques? Parce qu'on sait que la question est politique aussi. Tout à fait. Alors, déjà, on peut voir que la politique a très bien réagi tout de suite sur l'émotion, on va dire. Pour revenir sur cette marche qui montrait justement que la France est bien vivante et dans cette solidarité, dans cette unité. La France, l'Europe et 4 des 5 continents mondiaux représentés. Tout à fait. Donc on est bien là et on peut bien vivre ensemble. Et justement, c'est pouvoir le continuer, pouvoir le perpétuer.
que ça puisse continuer, que ce soit dans les établissements scolaires, que ce soit ailleurs, que ce soit dans notre jeunesse. On parlait d'éducation, mais c'est justement qu'on puisse continuer, que ça ne reste pas à cause d'un événement dramatique qui a pu se produire, mais que ça reste dans notre vie. Donc on continue à donner la parole, à expliquer aux générations, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Merci à vous quatre d'être venus sur le plateau Téléfil dans cette 8 sociétés pour donner un éclairage. On aurait pu parler encore plus longuement. Merci beaucoup en tout cas à vous quatre. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une excellente soirée.